Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence a un nom. Le débat matinal de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes, on reste collés à l'actualité comme tous les jours sur Free Matin, notamment cette proposition de loi portant révision de la Constitution qui sera au niveau du Parlement, notamment en débat probablement. On va en parler, mais notez que hier soir, le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Talon, a effectué une sortie médiatique, un entretien télévisé diffusé sur Bénin TV et sur beaucoup de plateformes médias, dont ESAE TV. On en parle en ce jour pour décryptage et analyse. Je suis avec Abdou-Rachid Olani Ojo. Il est expert en communication politique et publique. Il sera avec Arnaud Éric Aguenounon. Il est père, notamment prêtre de l'Église catholique. Il est philosophe politique, analyste politique. C'est bien évidemment en cette qualité de philosophe politique et d'analyste politique que je l'invite ce matin sur ce plateau pour recevoir ses analyses et commentaires. Père Arnaud Éric Aguenounon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Merci d'être là également, Rachidi Ojo. Bonjour. Bonjour, Abdelkader Rachirou. Pourquoi cette précision ce matin, Abdou Rachidi Olani Ojo? Pourquoi l'ajout de Abdou et Olani? C'est moi à l'état civil de façon complète. Maintenant, pourquoi cette précision désormais? Parce qu'il y a 24 heures, un certain Rachidi Bolade Ojo, qui n'est pas moi, je suis Abdou Rachidi Olani Ojo. Donc, ce personnage, Rachidi Bolade Ojo, a fait un test dans lequel il s'en est pris à une personnalité politique de l'opposition. J'ai eu beaucoup de coups de fil, des parents, des amis, des proches, des connaissances qui m'ont contacté pour savoir si c'était effectivement moi. Je leur ai dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon registre. Je n'ai pas cette façon de participer au débat public. Donc, c'est très important que l'opinion sache que moi, c'est Abdou Rachidi Olani Ojo. Voilà. Olani Ojo, merci à vous. Je me retourne vers le père Arnaud Éric Aguenounon. On sait que vous êtes très passionné de l'actualité politique nationale. Vous avez suivi, comme bon nombre de Béninois, le président Patrice Talon lors de sa sortie médiatique d'hier. Quelle est votre impression de façon sommaire? De façon sommaire, comme vous le dites, ma première impression est... je me suis demandé d'abord... pourquoi cette sortie, le timing de la sortie. Et parce que quand ça a été annoncé, je me suis dit, il veut peut-être parler de tel ou tel sujet. Je me suis demandé quel va être le sujet. Mais quand je l'ai écouté, j'ai l'impression qu'il est sorti pour répondre à son prédécesseur. C'est ce que j'ai remarqué. Et le fond
global de son intervention est allé dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est que quand le président de la République communique dans les interviews, on se demande si c'est la même personne que celui qui tient vraiment les institutions. Parce qu'un chef de l'État, c'est à tous les pouvoirs en main. En démocratie, le régime présidentiel est un régime très fort, très puissant. Mais parfois, quand il parle, on a l'impression que il est victime d'un système, il est victime de quelque chose. Et ça, parfois, ça me gêne, ça me gêne. Et la troisième chose, c'est que quand il sort, il lance toujours un appel à travailler ensemble, Mais en même temps qu'il lance l'appel à travailler ensemble, il y a toujours dans les manœuvres politiques et sur les vagues politiques, il y a toujours des gens qui sont en rade, il y a des gens qui se noient. Donc, je lis toujours cette dualité chez lui. Voilà. À son niveau. Rachidi Odjo, quelle est votre lecture sommaire également? Je pense que nous avons eu droit à un moment de révélation présidentielle. C'est quelque chose qui n'est pas récurrent. Nous avons eu droit à un moment aussi de vérité sur des faits qui sont peut-être peu connus, méconnus ou mal connus de l'opinion publique. Et je pense que c'était important pour le président Patrice Talon de faire cette sortie. D'abord parce que le silence trop long peut être préjudiciable, surtout lorsque vous avez affaire à des adversaires politiques qui ont une certaine conception de la communication. Le père Arnaud-Éric Aguenono a dit tout à l'heure qu'il a l'impression que le président de la République est venu répondre à son prédécesseur. Moi, je dirais que j'ai le sentiment qu'il est venu restaurer la vérité. Parce que lorsque le 24 octobre 2025, les deux personnalités, le président Boni Yayi et le président Patrice Talon, se sont rencontrés, nous avons tous attendu le président Boni Yayi qu'il vienne nous rendre compte de ce que nous sommes autorisés à savoir. Parce que quand il partait, il nous a informés. Il a fait un communiqué le 23 pour dire qu'il allait rencontrer le président de la République le 24. Il a fallu attendre le 29 pour que le président Boni Yayi fasse une adresse à la nation en disant que selon le président Patrice Talon, pour ce que lui il a retenu de leurs échanges, c'est que le président Patrice Talon veut que tout le monde soit autour de lui à la mouvance présidentielle. Selon lui, il ne veut plus de l'opposition politique. Pour moi, c'est quand même une accusation suffisamment grave pour que l'intéressé ne vienne pas, ne serait-ce que donner sa part de vérité. Et moi, je parle de restaurer la vérité parce que après, dans les échanges, nous pourrions revenir sur certains détails. Je ne pense pas non plus que le président Patrice Talon, dans cette sortie, est apparu autrement qu'on le connaissait. C'est la même personne, c'est le même personnage. Votre description du personnage? Oui, parce que effectivement, son silence parfois sur certaines situations laisse le coup libre à des interprétations, à des impressions qui ne sont pas toujours exactes. Tout à l'heure, le père Arnaud-Éric Aguenono a dit qu'il n'a pas le sentiment que ce soit un président qui tient les institutions, qui se retrouve dans une situation de victime. Et moi, je pense que même dans un système présidentiel, dans un régime présidentiel,
le président de la République n'a pas vocation à tenir les institutions. Parce que les institutions, elles existent de façon démocratique, elles fonctionnent. Chacune d'entre elles incarne un pouvoir. Il n'est pas à espérer qu'une institution puisse tenir les autres. Effectivement, ça fait partie des préjugés, des impressions que nous avons. Et lorsque l'intéressé sort pour nous parler, on a du mal à accepter certains faits parce que dans notre tête, on a toujours inscrit que oui, c'est le plus fort. Or, président de la République qu'il est, malgré toutes ses prérogatives constitutionnelles, il reste un être humain avec ses faiblesses, avec ses émotions. Et lorsqu'il n'en peut plus, oui, il a aussi le droit de prendre la parole pour s'expliquer. Merci à vous, Rachidi Ojo. Péric Aguenounon, lorsqu'on y voit de près, n'était-il pas nécessaire, après avoir entendu Boniaï, après ce conclave-là, qu'on écoute également Patrice Talon sur ce qui a été révélé par Boniaï? Dans la sphère politique, surtout au sommet de l'État, venant de deux hommes qui ont dirigé un pays, chacun a sa part de vérité. Chacun a sa part de vérité? Oui, chacun a sa part de vérité. En politique, c'est comme ça, chacun a sa part de vérité. En d'autres termes, tout n'est pas dit. Il serait difficile de faire un débat contradictoire, par exemple, entre les deux, pour savoir confronter. Mais chacun a sa part de vérité. Et le savoir et prendre les choses telles, sans juger. Il ne s'agit pas de juger chaque acteur, mais de capter la part de vérité de chacun et analyser de façon perspicace la part de vérité de chacun. Le chef de l'État a une direction de communication, il a des conseillers, donc cela a été préparé. Et le timing est tellement spécifique que le chef de l'État était sur une corde raide. Et vous avez constaté avec moi... L'expression a été employée hier, oui, la corde raide. Oui. Tout le monde est sur la corde raide, hein, tout le monde. Donc, il n'a pas abordé la question de la monture de cette révision constitutionnelle, par exemple. Il s'est refusé d'aborder cette question-là. Mais il a abordé... Vous l'aurez espéré qu'il opine sur cela? Non, il a son agenda. Ok. Moi, je prends ce qui est dit. Voilà. Mais il est allé sur des questions de l'opposition. Et moi, j'ai été surpris, et toutes les fois quand il sort, hein, il maîtrise l'opposition. Il sait ce qui se passe. Il sait ce qui se passe. Et quand il prend un sujet, il nous montre qu'il maîtrise le sujet. Quand il est intervenu sur des médias internationaux, sur les questions de la dette? Non, judiciaire, les questions judiciaires. Il en parle aussi avec précision, avec munitie. Ce qui signifie pour moi que il n'est pas indifférent politiquement à ce qui se passe chez l'adversaire politique. Et donc, l'adversaire politique, pour lui, est un adversaire à conquérir. Ce n'est pas un adversaire à avoir de façon continue. Donc, ce n'est pas pour lui deux droites parallèles. Mais pour lui, un adversaire est à conquérir. Un adversaire est à amener vers un projet de société unique. C'est un bon idéal, non? Non, je vais conclure après. Donc, il tend à amener l'adversaire vers un même projet de société, un projet de développement. Parce que pour lui, il faut que tout le monde aille dans la même direction.
politiquement, c'est concevable. Mais dans la sphère démocratique, c'est inconcevable. Parce que dans la sphère démocratique, il faut qu'il y ait toujours plusieurs tendances. Une tendance qui est différente de la tendance générale. C'est par abus ou bien quelquefois par vecteur négatif, vecteur au sens de la parole, que nous taxons les autres d'opposants. Mais sinon, dans d'autres schémas, c'est droite-gauche, c'est sociodémocrate, c'est chrétien-démocrate, ainsi de suite. Donc, il y a en fait en politique des idéaux. Et les idéaux ne sont pas pareils. Et chaque idéologie a sa manière de penser le développement. On ne peut pas demander à tout le monde de converger vers l'aspect ou le profil de développement qu'on pense. Merci à vous, Père Arnaud-Éric Aguenounon. Rachid Odjo, lorsqu'on a suivi le président Patrice Talon hier, il tient responsable l'ancien président Boni Yahi et président du parti politique d'opposition Les Démocrates, qui alors était le leader des FCBE, de leur non-participation aux élections de 2019. Oui. Avant de répondre à votre question, je voudrais, si vous le permettez, essayer de me prononcer un peu sur certains aspects du développement que vient de faire de l'argumentaire du père. Le père Aguenounon. Oui, c'est vrai, en démocratie, tout le monde ne peut pas regarder dans la même direction. Il faut qu'il y ait des tendances différentes. Mais en démocratie, tout le monde, et c'est le souhait, est invité à travailler pour l'intérêt général et à travailler pour le bien-être commun, pour le développement. Le développement, il n'a pas de couleur. Les actes successifs que l'on peut poser pour réaliser le développement ne varient pas d'une tendance politique à une autre. Les faits et les actes qui font le développement sont des actes tangibles. Soit c'est le développement, soit c'est autre chose. Après, dans le débat idéologique, chacun peut essayer de défendre des idées, défendre des opinions, des positions sur certains sujets. Mais lorsqu'on dit, il faut que nous puissions, nonobstant les choix que nous avons faits depuis 1990, il faut que nous soyons capables de nous mettre ensemble pour travailler pour le bien de notre pays. Cela n'est pas antinomique à la démocratie. C'est-à-dire la capacité des forces politiques dans une république, sur un territoire donné, nonobstant leurs différences de perception philosophique, idéologique, ces différences-là ne peuvent pas justifier leur incapacité à parler d'une même voix lorsqu'il est question du développement du pays. Donc c'est dans ce sens-là que moi j'entends l'appel du président de la République à faire de l'ouverture pour que les forces politiques, quelles que soient les convictions qui les habitent, puissent faire l'effort d'accorder la primauté à l'intérêt supérieur de notre pays, au développement de notre pays. Mais comment cela est-ce possible lorsque nous n'avons pas la même vision de développement du pays? Alors, quand vous parlez de la vision du développement, vous employez une expression qui n'est pas banale. Et ça, je vais le dire avec une certaine gravité. La vision du développement, c'est quelque chose qui se crée, qui se formule. Le Bénin, pas les politiques, hein, les filles et fils du Bénin ont décidé d'avoir une vision du développement qui, à l'horizon 2060, s'est traduit par le fait que notre pays est un pays de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être commun. Ce travail n'est pas la production propre de l'ingénierie ou de l'ingéniosité du président Patrice Talon. Ce sont les cadres de notre administration qui ont travaillé
pour certains, avec les différents présidents qui se sont succédés depuis 1991, qui ont lancé des consultations à travers tout le pays pour formuler cette vision. Donc, quand vous parlez de la même vision, et c'est ce qui fait les grandes nations, la vision nationale de développement, elle est unique. Lorsqu'elle est plurielle, il y a de fortes chances que cette nation n'arrive nulle part. Nous avons fixé une direction, nous savons là où nous allons. Il y a eu des orientations stratégiques, des objectifs stratégiques. Nous avons identifié les piliers de notre vision de développement. Quel que soit le président de la République que nous allons connaître chaque 10 ans, il y a une direction à entreprendre. Ce n'est pas nécessairement le fait d'un chef d'État, c'est le fait de l'intelligence collective. Alors pour revenir à 2019. Pour revenir à 2019. Oui, oui. 2019, le président Patrice Talon nous a fait quelques révélations. Je vais essayer de restituer celles qui ont retenu mon attention. En 2019, lorsqu'il y a eu échec de la recherche du consensus qui devrait permettre de réintégrer dans le processus électoral, et les partis politiques qui n'ont pas pu avoir les documents administratifs pour aller faire acte de candidature à la Sénat, et les partis politiques qui ont été disqualifiés par la Sénat pour différentes raisons, très peu d'entre nous pouvaient imaginer que derrière cet échec se trouvait la volonté de l'un d'entre nous, l'ancien président Boni Yayi. Le président Patrice Talon a dit que lorsque les acteurs qui siégeaient au sein du comité, il n'a pas donné cette précision, paritaire oui, mise en place à l'époque, présidée par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedi, et au sein duquel Éric Ondete et Yaya Gaba représentaient l'opposition politique, et au sein duquel Barthélémy Kassa et Idi Kolaole représentaient le bloc de la majorité parlementaire, lorsqu'ils avaient convenu de faire une révision de la Constitution, notamment l'article 80, pour proroger de 3 mois le mandat de la 7e législature, faire en sorte que l'on puisse adopter des dérogations à l'achat des partis politiques et au code électoral, permettre à la Sénat d'ouvrir une nouvelle période d'enregistrement des candidatures et ramener tout le monde à la compétition. Nous ne pouvions pas savoir que pour le président Boni Yayi, c'est que les choses devraient rester en l'état et qu'il ne devrait pas y avoir élection. C'est ce qu'on retient de l'interview du président de la République, que ceux qui étaient allés voir le président Boni Yayi et qui sont revenus pour renoncer à leur signature, ont dit que le président Boni Yayi a dit que les choses n'ont qu'à rester en l'état et que de toutes les façons, il n'y aura pas d'élection. Plus curieux, c'est que dans cette période, les parlementaires qui étaient d'une façon ou d'une autre sous l'influence ou sous l'emprise de l'ancien président Boni Yayi étaient venus demander à leurs collègues de la majorité parlementaire d'actionner l'article 66 de la Constitution. Et vous savez ce que ça dit? Qu'en cas de coup d'État, de coup de force, de putsch ou d'agression par les mercenaires, tout membre de tout organe constitutionnel peut recourir à tous les moyens pour restaurer la légitimité constitutionnelle, y compris les accords de coopération et de défense. Personne n'avait rien compris d'une telle demande dans ce contexte. Mais hier, nous avons compris que, puisque le président Boni Yayi ne voulait plus à cette étape-là qu'il y ait d'élection... Quel serait son intérêt de ne pas vouloir qu'il y ait d'élection? Non, peut-être qu'il s'est dit qu'il faut créer la crise. La création de la crise est une stratégie politique. Ah bon? Ah, Abdelkader Achirou, lorsque je suis en position de faiblesse, je vous emmerde, je crée une crise parce que je sais qu'après, on va essayer d'écourter les mandats de certaines institutions. Nous allons nous retrouver pour dialoguer et quand la crise sera terminée, c'est moi le gagnant. Mais entre-temps, je vous aurais perturbé. Donc, créer les tensions, créer la crise, opter pour le pourrissement, pour l'usure, est une stratégie lorsque l'on a envie d'obtenir quelque chose qu'on n'a pas tout de suite. Donc pour moi, c'était un peu exagéré
que parce que l'on avait des intentions de n'avoir pas permis à d'autres partis politiques qui étaient quand même concernés, pas uniquement la FCBE d'alors, de pouvoir participer aux élections de 2019. Donc, les explications hier du président de la République, sa prise de parole, nous apporte enfin de la lumière sur cet épisode-là que personne n'avait compris. Que personne n'avait compris. Père Aguenounon, je vous ai vu prendre quelques notes là. Quelle est votre analyse? Quelle est l'analyse du philosophe politique des relations entre Patrice Talon et Boni-Yayi? Est-ce que vous pourriez me laisser le temps comme lui? Il n'y a pas de souci. Avant de venir à votre question, il y a, quand on voit l'herméneutique de la pensée du président de la République, il dit exactement ceci: rentrez dans les rangs, suivez-moi, accompagnez-moi. Ah bon? Cela frise une certaine pensée unique. Et cela sous-entend et semble être une option de gouvernance un peu à la chinoise, un peu à la nord-coréenne. Par contre, dans la démocratie vraiment incarnée et vécue dans sa diversité, les partis qui ont une autre idéologie que les partis qui sont au pouvoir, parce que chaque parti a son idéologie, chaque parti a sa doctrine du développement. C'est pour cela qu'en démocratie, tous ne peuvent pas aller dans le même sens, parce qu'il y a une doctrine du développement. Et après, il y a la mise en œuvre de cette doctrine et qui donne un projet de société. Donc, ceux-là qui n'ont pas la même doctrine et qu'on appelle abusivement ou de façon cavalière opposition, et chez nous ici en Afrique, et au Bénin et partout, on considère l'opposant comme celui qui a échoué à une élection. Et c'est comme si l'opposant est dans la haine, dans la rancœur. En démocratie, ce n'est pas ça. Mais est-ce que c'est parce que nous constatons dans nos pays africains? Mais c'est dommage. C'est pour ça que tous les pays africains sont empêtrés comme ça. On ne peut pas s'en sortir si on pense que celui qui échoue à une élection présidentielle, par exemple, devient forcément mon opposant parce qu'il a de la haine, la rancœur, et puis il est dans une stratégie de pousse-toi, je m'installe. Non, de là, pourquoi je m'y mette? Quand on n'a pas reçu, quand on n'a pas le pouvoir exécutif, on ne doit pas être malheureux. On doit se préparer à ça. Maintenant, en démocratie, celui qui n'est pas aux affaires est autrement aux affaires. Il y a des mairies, il y a des conseils municipaux, il y a des députés. Alors, quand on est dans le registre vraiment démocratique, l'exécutif travaille avec toutes les mairies. Et les mairies, il y a les mairies qui sont dans le giron de la majorité présidentielle, il y a les mairies qui sont dans le giron de la minorité, qui est en fait ceux qui ne sont pas au pouvoir. Les députés, c'est pareil. Si on avait des conseillers régionaux, départementaux, comme en France, ben, ce sera comme ça. Mais quand on applique un projet de société, le projet de société est soumis aux autres, proposé aux autres. On ne peut pas dire non, et cette zone, cette mairie, c'est pour l'opposition, je ne vais rien faire. Et c'est souvent comme ça en Afrique. C'est souvent comme ça en Afrique. Peut-être c'est pour ça que le chef de l'État dit non, comme c'est comme ça, suivez-moi tous, et comme ça, tout sera développé. Et il n'y aura pas de scission. Mais non. C'est une thérapie. La démocratie nous donne un champ vaste et chacun travaille là où il est, mais dans l'intérêt général, dans l'intérêt supérieur de la nation. Et il est très important de percevoir la démocratie telle. Ce n'est pas parce que la mairie de Cotonou, d'Abomey ou de Porto-Novo est tenue par un maire qui est d'obédience de l'opposition que cette mairie
est opposé à l'exécutif et que l'exécutif ne va rien faire dans cette ville-là. Mais est-ce que nos opposants, pour la plupart du temps, ne travaillent pas comme ça, de sorte qu'ils soient opposés constamment? Mais c'est une mauvaise tradition de pratique démocratique qu'on a en Afrique, quand on pense cela. Et donc, l'exécutif aussi travaille que dans la zone où il y a ces électeurs, ces grands électeurs, en vue de la présidentielle ou en vue des élections. Et donc, les œuvres de développement ne sont plus des œuvres qui sont issues et arrimées au devoir régalien. On conçoit ça comme une récompense. Faire des routes, faire des pavés, faire ceci, des monuments, construire une belle ville, mais c'est un devoir régalien. Mais ça devient plutôt une récompense pour une région parce que nous sommes dans cette mauvaise pratique de la démocratie. Et quand on a assisté à ça, c'est normal qu'on dise, vous tous rentrez dans les rangs et puis je vais tout faire pour vous. Maintenant, ensuite, dans le développement de M. Ojo, qui est un développement que j'accueille à sa juste valeur, à la juste mesure, il faut dire que, et ça, je le dis parce que c'est un débat contradictoire. Quand on est dans un débat contradictoire, malheureusement, on sort des choses qu'on ne devrait pas sortir si on est seul. Le président Yahi Boni et le président Patrice Talon, c'est une pièce avec deux faces. C'est la même pièce. Ah Pile bon? ou face. Ah bon? Pile ou face. Comment ça? Pile ou face. On a vu les deux gouverner, c'est pas Mais le même style de gouvernance. Yahi C'est Boni pas... a fait 10 ans. Oui. Les 6 premières années, les deux étaient ensemble. Et bien avant, le président Patrice Talon est dans les rouages politiques. Il est dans les rouages politiques. La plupart de ceux qui ont travaillé avec le président Yahi Boni, la plupart sont avec le président Patrice Talon. C'est une vérité et c'est clair, c'est obvious. Dans le débat qu'il y a eu entre Zissou et le président Talon, le président Zissou l'a dit, mais vous avez voulu me coopter pour le premier gouvernement. Donc, le président Patrice Talon savait depuis ce temps-là que Zissou est patriote, que Zissou est très compétent. Ce n'est pas une révélation qu'on a reçue hier. Mais ce qui est dit hier, ça rentre dans la logique, rentrer dans les rangs. Et donc, je retiens 2015, Oui. les deux télécommandes de Paris ont fait que, les deux télécommandes de Paris ont fait que le président Rumbedi a été élu président de l'Assemblée nationale en 2015. Donc, depuis 2015, le président Patrice Talon a vraiment une force politique. Et quand il est arrivé, la majorité tout de suite s'est penchée de son côté. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre que une petite minorité puisse bloquer. J'ai du mal à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre cela. En France, pour les questions françaises, le président Macron n'a pas de majorité. Mais le président Talon a toujours eu la majorité. Mais pourtant, il se plaint. Donc, ça signifie que c'est vraiment la logique, il faut rentrer dans les rangs. Je ne pense pas qu'une petite minorité puisse bloquer et tant de choses. À part la révision de la Constitution, je ne pense pas ce qu'une petite minorité peut bloquer. Et on en vient dans le prochain... Non, je n'ai pas fini. Oui. Oui. Ensuite, il a parlé de beaucoup de questions. Et ça, il faut un démocrate pour répondre. Mais je note deux choses. La question du certificat de conformité, qui est sorti comme ça. Et on sait ce que ça a créé, on sait ce que c'est. Voilà, je n'y reviens pas, mais il ne faut pas oublier ça dans votre analyse. Et pour finir, le ministre Victor Topano
a adressé une belle lettre au président de la République. Tout devient possible. Tout devient possible. C'est une lettre mémorable. Parce que grâce à cette lettre, il a été reçu la veille des élections de 2019. Et quand il est sorti de cette audience, c'est comme s'il avait reçu une révélation. Dans cette lettre, il m'avait cité 3 fois. Donc, s'il a écrit cette lettre-là, à la dernière minute, il dit tout est encore possible. Cette lettre vient contredire le fait que vous dites que c'est l'autre qui a bloqué le processus. Et cette lettre existe encore. Merci à vous, Père Arnaud Éric Aguenounon. Rachidi Ojo, vous avez suivi à l'instant le père que vous avez suivi religieusement. Oui. À vous observer, je pense que vous avez beaucoup, je pense que beaucoup de choses à l'adverbe a toute sa place ici. Allez-y. Je commence par là. Est-ce que Patrice Talon veut que tout le monde rentre dans les rangs? Est-ce que vous sentez que dans ses propos, dans ses faits et gestes, dans son discours, il y a une volonté de vouloir ratisser large, si on peut le dire en d'autres termes? Je reprendrai à votre question, hein, Oui, ne oui. vous en faites pas. Je vais commencer par la chute du père Aguenounon en disant, Monsieur l'abbé, j'ai bien pris connaissance de cette lettre du professeur Victor Tompanou dans cette situation que nous avons connue entre mars et avril 2019. En résumé, ce qu'il proposait dans cette tribune, c'était qu'on pouvait maintenir la date du 28 avril 2019 pour l'organisation des élections et essayer d'accepter dans une sorte d'entente républicaine, à moins que je me trompe, que la 8e législature ne puisse pas être installée normalement à partir du 16 mai 2019. C'est-à-dire que nous nous entendons, on ne révise pas l'article 80 de la Constitution parce que ce n'est pas nécessaire, on ne prend pas de loi dérogatoire, on délivre les documents à ceux qui en ont besoin et nous organisons les élections. S'il y a quelques petits problèmes en ce qui concerne les résultats, nous pourrions ne pas installer la législature suivante à son heure normale, perdre quelques 2 ou 3, 4 jours, ce n'est pas un problème. C'était sa réflexion. Il y a eu aussi des réflexions qui sont allées dans un autre sens. Donc c'est pour vous dire que, à moins que je ne me trompe pas, parce que, pourquoi moi je parle de ça? Ce sont des épisodes que j'ai suivis dans le cadre d'un travail que je faisais. Donc, scientifique. Bon, parfois c'est prétentieux de le dire. Oui. Alors, ce dont on parle a déjà dépassé le débat sur le certificat de conformité. Je suis d'accord avec vous qu'on ne parle pas actuellement du certificat de conformité parce que le problème du certificat de conformité, c'était en février 2019. Et c'est pour ça que certains partis n'ont pas pu faire acte de candidature. On n'en était plus là. Même les partis qui avaient été à la Sénat pour déclarer les candidatures, 3 autres avaient été disqualifiés pour diverses raisons. Et pour ne pas faire des élections avec 2 partis politiques, il fallait trouver des solutions. Donc on était déjà en mars. Même si le certificat de conformité est considéré comme un problème pour certains, nous étions dans un processus où il était encore possible de trouver des solutions. Je pense que ce que je dis, on peut faire le débat contradictoire avec n'importe quel acteur. Je ne suis pas en train de faire d'analyse, je rappelle des faits. Ce sont des faits et qui sont vérifiables. La pensée unique, voilà. Non, mon père, c'est pas... Le président Patrice Talon n'appelle pas à la pensée unique. Et hier, davantage, il a prouvé. Même au sein des partis de la majorité présidentielle, il n'y a pas de pensée unique. Et il a dit que parfois, il y a des débats houleux sur les orientations, aussi bien à l'Union progressiste, le renouveau, qu'au Bloc républicain. Il n'y a pas... Si déjà à l'intérieur des partis de la majorité présidentielle, il n'y a pas de pensée unique, ce n'est pas en invitant d'autres partis politiques à se joindre à l'acte républicain de construction de notre développement qu'il faut espérer qu'il y ait de pensée unique. Lorsqu'il parlait... Je viens.
Oui, parce que les autres ont appris à gérer leurs contradictions. Le bruit ne fait pas nécessairement la qualité en démocratie. Après, il faut demander des témoignages sur la teneur des discussions qu'il y a souvent dans les réunions politiques de ces partis politiques. Posez-vous des questions. Posez les questions aux concernés et puis vous aurez des réponses. Lorsqu'il parlait des députés qui ont démissionné du Parti Les Démocrates, il a dit qu'il comprend qu'ils poursuivent un idéal et que même si cet idéal-là, ils ne sont pas en mesure de travailler pour ça au sein du parti politique auquel ils avaient appartenu, que même au sein de leur prochain parti politique, ils peuvent toujours faire valoir leurs pensées, leurs idées, leur idéal. Donc le président Patrice Talon ne prône pas la pensée unique. Le dire, c'est une, je dirais, une façon choisie de comprendre ce qu'il dit, parce qu'on peut avoir plusieurs compréhensions, mais moi, je n'ai pas cette compréhension des orientations et des doléances qu'il fait. Il prône une opposition modérée? Il prône que l'opposition existe, mais que les activités de l'opposition ne soient pas de nature à compromettre l'efficacité de l'action publique. Mais après tout, pourquoi on fait la politique? Pourquoi les partis politiques existent? Conquérir le pouvoir d'État, l'exercer, mais dans l'intérêt supérieur du pays, améliorer les conditions de vie des populations, construire le bien-être commun. Donc, a priori, si un gouvernement travaille pour le bien-être commun des populations, il ne devrait pas être difficile pour une opposition d'apporter des contributions pour pouvoir participer à cette dynamique. C'est tout ce dont le président de la République parle. Maintenant, sur la question des idéologies, je pense que ça va être, c'est-à-dire que si je continue de faire le développement, je vais donner le sentiment que je monopolise la parole parce que c'est un sujet qui me passionne. Si on l'étale maintenant, on risque de pas aborder la question non, beaucoup vont s'en vouloir d'avoir trop jugé le président de la République. Allez-y, de façon sommaire. Quelle est l'idéologie du parti Les Démocrates? Est-ce que quelqu'un s'est déjà intéressé, mon père, l'idéologie du parti Les Démocrates? Le parti Les Démocrates a pour idéologie la social-démocratie orientée vers la gauche démocratique dans un pluralisme économique et social. C'est écrit dans leurs documents. Très bien. Quelle est l'idéologie de l'Union progressiste Le Renouveau? La social-démocratie avec pour socle philosophique le progressisme. Qu'est-ce qui devrait empêcher le parti Les Démocrates, au-delà de la personne du président Patrice Talon, qui est le chef de la majorité, de faire des ouvertures et de travailler avec l'Union progressiste Le Renouveau? Parce que, a priori, c'est le même socle idéologique. La question est plus vaste que ça, mais c'est la réponse sommaire que je voudrais vous exposer en disant que lorsqu'on ira même plus loin, en prenant le bloc républicain, oui, Renaissance nationale, Moël Bénard, même Nouvelle Force nationale, Grande Solidarité républicaine, vous allez voir, on va rentrer maintenant dans la question des différences idéologiques. Restaurer l'espoir? Restaurer l'espoir, si vous voulez. Parce qu'avant de penser qu'il n'est pas possible pour deux partis politiques de travailler ensemble, c'est que d'abord, vous avez déterminé l'indice des différences idéologiques entre ces deux, puisque c'est des normes à travers le monde entier. Je finis très rapidement. Les rapports, les relations, la coopération entre les partis politiques, pour les apprécier et vous assurer que nous ne sommes pas dans quelque chose qui est proscrit, c'est de voir l'indice des différences idéologiques. Et quand vous avez cet indice, selon que cet indice est fort, moyen ou faible, vous allez conclure à une incompatibilité idéologique radicale, modérée ou tolérante. Mais si vous ne faites pas cet exercice, on ne peut pas dire non, le parti Les Démocrates ne peut pas travailler avec l'Union progressiste Le Renouveau. Donc moi, j'espère que très prochainement, on aura des occasions de vider aussi ces questions-là. Donc pour moi, les idéologies ne doivent pas être des blocages à la capacité, à l'obligation que les partis politiques ont de s'entendre sur l'essentiel pour la République. L'essentiel pour la République, c'est que les Béninois vivent mieux, qu'ils puissent exercer leur liberté, que leurs droits fondamentaux soient protégés, mais également qu'ils aient le bien-être
physique et morale, que le bien-être commun soit assuré. Pour vous poser cette question avec la clémence du père, oui. Rachid Ojo, est-ce que ce n'est pas dû au niveau du Parti politique Les Démocrates du fait que je ne veux peut-être pas travailler avec l'Union progressiste du renouveau parce qu'elle cautionne ce que je condamne? Alors, cette façon de voir... Allez-y, sommairement. Oui. Non, cette façon de voir est restrictive. Parce que le président Patrice Talon est un mortel. La preuve, la Constitution lui permet de faire 2 mandats, il est en train de finir. Prochainement, il ne sera plus président de la République. Est-ce que parce qu'à un moment donné, ce que vous croyez bon pour notre pays et que moi, je ne crois pas bon pour le pays, devrait nous empêcher, si nous avons la même idéologie, de nous mettre ensemble pour réfléchir sur comment travailler pour le pays? Je pense que non. Autrement, on personnalise la question, on dit, puisque c'est Patrice Talon, même si nous sommes capables de travailler ensemble, nous allons nous refuser de le faire parce que c'est le président Patrice Talon. Père Aguenouno, vous avez suivi à l'instant Rachid Ojo. Et pour conclure avec cet entretien, pour rapidement parler quand même du Sénat, parce que c'est aussi l'actualité, Patrice Talon a émis le souhait que Boni Aye, lui, se retire de la scène politique après 2026, parce que leur différence, il doit reformuler ainsi, cause beaucoup de tort au Bénin. Je dois lui répondre, sinon c'est pas bon de laisser dans l'opinion des choses comme ça. Quand on parle de pensée unique en sciences politiques, ce n'est pas une simple parole. Il s'agit d'une doctrine unique avec toutes les dynamiques qui convergent vers cette doctrine unique, avec toutes les lois qu'il faut. Quand vous voyez toutes nos lois chrysogènes, toutes nos lois exclusives, le code pénal qui a été révisé, les procédures du code pénal, nous avons la loi sur le numérique, et toutes ces choses-là consistent à rendre étroit le chemin de la pensée, le chemin de la prise de parole et le chemin de la contradiction. Et désormais, la contradiction est difficile. Tous ceux qui veulent prendre la parole hésitent et ne veulent même pas prendre la parole. Allez dans les amphis, vous allez voir, le professeur va dire, ah non, 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 il y a des sujets que je n'aborde pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Que ça soit sur les plateaux, même dans les maisons, dans les quartiers, la loi qui concerne les regroupements non autorisés, les restrictions au niveau de la vie syndicale, au niveau du droit de grève, tout ça font que le chemin est étroit. Tout ça rentre en lien avec la pensée unique. Et ça, en sciences politiques, c'est clair. Ensuite, il ne faut pas rester sur la lettre, mais il faut aller dans l'esprit et dans la pratique. Dans les tests fondateurs des partis politiques, il y a de belles choses, mais il ne faut pas se tenir à la lettre. Il faut aller à l'esprit et voir ce qui s'applique. Aujourd'hui, la gouvernance que nous avons, c'est l'ultralibéralisme. C'est le capitalisme violent et sauvage. Je ne sais pas si c'est ça que d'autres partis prônent. Même si le parti a vraiment en son sein et dans ses documents des choses belles et des choses très valeureuses et des valeurs, dans la pratique de la gouvernance, on voit autre chose. Aujourd'hui, quand vous écoutez le monde économique, quand vous écoutez les hommes d'affaires, je suis prête. J'écoute beaucoup de gens au fond interne. Je sais ce qu'ils disent. Je sais ce qu'ils pensent. Et je sais qu'aujourd'hui, tout ce qu'on appelle développement chez nous, qui est plutôt de l'aménagement, ça tourne vers une croissance économique au service du tourisme. Ce débat-là, on va le faire en nos jours. Mais un développement doit être humain et intégral. Humain et intégral. Un parti peut avoir ça dans ses tests, mais à l'ouvrage, à l'œuvre, on constate autre chose. Alors, je vais revenir à ce que vous avez dit. Oui. On agite une question concernant le Sénat, n'est-ce pas?
Avant d'en arriver, pour conclure avec cette entrevue télévisée, Patrice Talon Boniaï qui souhaite se retirer. Mais écoutez, vous avez écouté Gbagbo, non? On ne se retire jamais de la politique entièrement. Gbagbo a dit, il a répondu à cette question. Il quitte peut-être la responsabilité de son parti politique comme président. Mais il est toujours acteur politique. C'est dans les veines, c'est dans l'ADN de nos politiques. Et nos politiques ne quittent pas. Et le président Talon a dit, quand il était chez les jeunes, avec les jeunes, il dit, j'aurai quelque chose à faire, je ne vais pas laisser, parce que tout le monde dit, mais ne laissez pas tout ce que vous avez fait. Donc, un acteur ne décroche jamais totalement. Jamais totalement. Rachid Ojo, pour conclure avec ce pan-là, oui, le père Arnaud-Éric Aguenounon a dit beaucoup de choses sur la question de la pensée unique, en parlant de loi chrysogène, il a parlé du code pénal, de la loi sur le numérique. Je souhaiterais que nous ayons d'autres espaces pour discuter, bien sûr, de tous ces sujets. Avec la disponibilité de vous. Je répondrai à une seule interpellation, en quelque sorte, en tant que citoyen. Dire que la politique du président Patrice Talon est ultra-libérale, c'est juste une critique venant de quelqu'un qui ne partage pas la gouvernance. Parce que l'ultralibéralisme a des caractéristiques. Et les gouvernements qui l'ont adopté comme ligne de développement au monde sont connus. Et les manifestations de l'ultralibéralisme sont connues. Monsieur Achiro, jamais vous ne verrez un gouvernement ultralibéral initier un projet à impact social à coût de centaines de milliards comme le projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain. Parce que dans l'ultralibéralisme, on réfléchit profit à tout prix. On ne mettra pas autant de dizaines de milliards de francs CFA pour offrir le microcrédit, pour offrir la formation, l'assurance maladie et l'assurance retraite à des plus pauvres d'entre nous qui en sont classiquement exclus. Vous ne verrez ça dans aucun pays qui a fait l'option de l'ultralibéralisme. Lorsque nous décidons de donner à manger à nos enfants à l'école, aujourd'hui, on en parle, 1 300 000 écoliers prennent au moins un repas chaud par jour. Un gouvernement ultralibéral n'aurait pas été capable de faire ça. Pour apporter de l'eau dans les collines, parce que ce n'est pas du business, il y a eu des investissements à coût de milliards. Il y a eu des espoirs manqués. On n'a pas dit que c'est fatal. On s'est dit on ne peut plus parler des régions condamnées en termes d'approvisionnement en eau potable. On a mis beaucoup d'argent pour amener de l'eau. Un gouvernement ultralibéral dira, écoutez, chacun n'a qu'à se débrouiller pour apporter de l'eau. Les milliards de l'État sont sacrés. Je peux encore multiplier les exemples. Un gouvernement ultralibéral ne permettra pas à des personnes handicapées d'avoir des cartes d'égalité des chances pour pouvoir profiter d'un certain nombre de prestations sociales. Je parle de prestations sociales, c'est-à-dire que des choses sur lesquelles l'État ne récolte aucun profit. Vous ne verrez pas ça dans un gouvernement ultralibéral. Un gouvernement ultralibéral, ensuite, ne donnera pas de l'argent à des jeunes filles comme pension alimentaire pour éviter les décrochages scolaires. Vous ne verrez pas ça. Un gouvernement ultralibéral ne serait pas capable de faire ça. Donc après, moi j'entends, je vois souvent cette étiquette que des personnes qui de bon droit ne partagent pas le gouvernement, la gouvernance actuelle, projettent dans l'opinion, ça participe de leur stratégie de destruction de l'image du gouvernement. C'est pour ça que j'ai été un peu surpris de voir un peu le père Aguenounon s'inscrire aussi dans cette dynamique. Après, chacun a sa façon de voir. La question sur, vous avez parlé du... Boniaï et... Patrice Talon qui souhaite que Boniaï et lui s'effacent de la scène politique. C'est un souhait, mais après, les deux ne définissent pas la République. La preuve, le président Patrice Talon a dit qu'il invite le Parlement à adopter une loi constitutionnelle pour les envoyer à la retraite et les envoyer travailler dans une structure, une institution, un organe qu'il a appelé le Conseil des sages. C'est un désir qu'il exprime. Après, c'est aussi ça la démocratie. Est-ce qu'il y a un lien avec le Sénat? Malgré ce désir, malgré tout le pouvoir qu'il a,
il sait que c'est du rôle et de la prérogative d'une autre institution de le faire. Et donc, je prends ça comme un désir, comme un appel lancé aux parlementaires qui sauront prendre les responsabilités. Est-ce qu'il y a quelque chose à avoir avec le Sénat? Je pense que quand nous aurons encore plus de temps pour poursuivre ce débat, on pourra en parler. On va parler du Sénat. C'est vrai que j'aurais bien aimé quand même avoir quelques commentaires sur les propos du président Patrice Talon sur les députés démissionnaires au niveau du parti politique des démocrates. Je ne sais pas si le père Eric Aguenono peut y aller très rapidement tout en ouvrant le débat sur le Sénat parce que les minutes s'égrènent. La question de l'ultralibéralisme, il n'a pas bien compris ça. L'ultralibéralisme signifie que les capitaux et les biens matériels sont en avant. Mais l'ultralibéralisme n'exclut pas l'humain parce qu'il faut une personne bien portante pour travailler en entreprise. Il faut une personne bien portante pour faire marcher le développement. Donc, l'ultralibéralisme met en avant les capitaux, le profit, mais ne tue pas l'homme. Parce que s'il tue l'homme, comment cette entreprise va vivre? Vous allez voir que ça aux États-Unis ou en France, il y a un système social qui existe. Il y a un système sanitaire. Il y a des allocations, des prises en charge pour que l'homme soit en bonne santé pour travailler. Et donc, l'ultralibéralisme travaille toujours à avoir un minimum pour l'humain, pour ne pas être accusé. Il sourit. Alors, oui. La question du Sénat. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Patrice Talon a dit des 6 démissionnaires? Il les invite, et notamment les siens, à échanger avec eux. J'avais déjà dit au départ qu'il sait ce qui se passe dans l'opposition, parce qu'il connaît les acteurs. Parce que quand on est généreux comme lui, quand on est généreux, et Patrice Talon est très généreux. Vous avez été témoin de sa générosité, vous avez joui de sa générosité. Vos internautes disent que lui ne donne pas à l'Église. Il est généreux envers l'Église. Mon statut de prêtre ne me permet pas de dire à tel ou tel lieu où il a donné, où il a soutenu telle œuvre, mais il donne autant. Il donne autant que les autres qui sont passés. Il donne autant. Il donne à l'Église. Il donne même beaucoup plus. Il donne beaucoup plus à l'Église. Il est très généreux. Il est très simple. Il a de l'empathie. Mais seulement que il vit la vie politique avec tête froide. Avec la tête froide. Ça, il ne faut pas lui nier ça. Mais il est généreux. Il a de l'empathie. Il est simple. Et il est ouvert. Mais dans une certaine mesure. Et donc, les 6, il est prêt à les accueillir. Il a dit qu'il est prêt. Mais lui, il veut tout le monde. Il veut que tout le monde travaille avec lui. Proposition de révision constitutionnelle. Et que tout le monde travaille avec lui, c'est vous êtes nommé et vous travaillez. Mais attention, quand il dit que tout le monde travaille avec lui, il choisit les gens. Mais par contre, un chef d'État doit travailler avec tout le monde. Avec les exilés, ceux qui sont en prison et autres. Mais il sélectionne les gens. Mais tout en sélectionnant les gens, il y a des postes qu'il ne donne pas à tout le monde. Son gouvernement, combien de fois il y a eu des départs et des entrées? Voilà les vraies questions. Parce qu'il y a un esprit entrepreneurial qui est derrière. Il fonctionne comme un chef d'entreprise. Il ne fonctionne pas comme un acteur politique au sens propre. L'autre jour, vous avez dit que le pays a quand même beaucoup gagné avec son attractivité. Mais il est là. Il a défendu, donc je peux revenir sur ça. Alors, quand j'ai un interlocuteur qui le défend, moi je ne dis plus ces choses-là. Merci à vous, Père Aguenono. La proposition de loi portant révision de la Constitution qui compte instaurer le Sénat. Le philosophe politique, lorsqu'il a parcouru un peu ce qui circule sur les réseaux sociaux, oui. D'abord, j'ai été étonné que cette monture-là circule. Quand il devrait y avoir la révision sur le code électoral, on n'a pas vu une monture circuler. Et c'est allé très 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 vite. En 2019, quand il y a eu notamment une révision, on n'a pas vu circuler. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on veut prendre le pouls et voilà, voir notre psychologie, voilà qui sont ceux qui vont réagir sur ça. Mais ça a l'air d'être simplement un conseil d'administration.
Parce que le Sénat, en droit constitutionnel, ce n'est pas cela. Les sénateurs sont élus par voie directe ou par voie indirecte. Et cette élection, par suffrage universel, leur donne de la légitimité. En France, vous avez ce qu'on appelle le Parlement, le grand P, Parlement, et la Chambre haute, qui est le Sénat, la Chambre basse, qui est l'Assemblée nationale. En France, vous avez 577 députés. Mais par contre, les sénateurs sont 348 et les sénateurs sont élus à partir d'un grenier de conseils municipaux, régionaux, départementaux, ainsi de suite. Aux États-Unis, les sénateurs sont 100, 2 par État, 50 États. Et ces deux-là sont élus par voie directe. Voilà ce qu'on appelle Sénat. Et le Sénat complète l'Assemblée nationale. Le Sénat organise même, en France, aux États-Unis, on a vu des commissions d'enquête pour contrôler l'action du gouvernement. Des ministres de l'Intérieur, ministres de la Défense, ministres des Affaires étrangères passent dans ces commissions-là et vraiment est jugé. Mais dans ce cas-là, ce que nous avons, ça a l'air d'un conseil d'administration. Et malgré sa composition, j'ai l'impression qu'on veut créer une maison de retraite de luxe. Maison de retraite de luxe pour nos seniors. Non, père, oui, maison de luxe, c'est pour nos seniors. Parce que depuis 2016, vous allez voir que nos seniors ne parlent plus comme ça. Ils ne parlent plus. Donc, on veut davantage peut-être les museler, les contenir en créant cela. Ça, c'est la première idée qui est derrière. Deuxième idée, c'est morceler le pouvoir du chef de l'État, du prochain. Pour que ce Sénat-là, tel que dans ce format-là, je ne sais pas si c'est vraiment le vrai format, mais c'est comme si ça va un peu ralentir, réduire le champ de l'exécutif. Voilà. Rachidi Ojo, vous avez pensé mon père, non, je pense que vous me taquinez un peu quand vous dites que je ne comprends pas ce qu'on appelle ultralibéralisme. Je pense que vous me taquinez, mais je prends ça avec générosité. Non, moi je pense que à des moments donnés, il est important quand nous faisons ce genre de débat que nous puissions éclairer la lanterne de nos compatriotes. Les modèles de gouvernement ultralibéraux existent dans le monde et nous savons très bien à quoi ressemblent les sociétés. Ce que fait Patrice Talon, le président Patrice Talon, que moi je comprends parfaitement, c'est de rechercher l'équilibre entre l'État et les marchés, de rechercher la voie médiane, l'équilibre entre le patronat et la classe ouvrière. Tout à l'heure, il a parlé de capitaux, il a parlé de profits. Il a cité un certain nombre d'initiatives, de décisions, d'actions du gouvernement sur lesquelles le gouvernement ne tire aucun profit, sur lesquelles il n'y a pas de capital. Donc, franchement, je ne pense pas qu'il y ait des prémices ou des manifestations d'ultralibéralisme chez nous. C'est mon point de vue. Sur la question du Sénat, d'abord, essayons de quitter... C'est un conseil d'administration? Non, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux et puis tout à l'heure quand j'écoutais l'abbé Aguenounon, j'avais le sentiment que bon, je suivais l'une de ces vidéos-là virales sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est une caricature un peu trop simpliste. Ce n'est pas d'abord du Sénat qu'il s'agit. Il s'agit de faire face à une préoccupation. Laquelle? Comment est-ce que nous faisons lorsque nous avons déjà inscrit dans la Constitution et que nous avons fait l'option de faire en sorte qu'un président de la République élu ne puisse pas excéder 10 ans de gouvernance? Comment est-ce que nous faisons pour nous assurer que lorsque nous passons d'un système politique à un autre, d'un président de la République à un autre, nous puissions sauvegarder et préserver les acquis de développement? C'est d'abord ça la préoccupation. Le président Patrice Talon est en train de finir. Nous allons avoir un autre président de la République. Quels sont les moyens dont nous disposons pour nous assurer que nous n'allons pas être dans un perpétuel recommencement? Parce que dans notre Constitution, nous avons parlé suffisamment
des droits fondamentaux de la personne humaine, de l'état des droits, de la démocratie, des libertés, comme condition du développement, mais qu'est-ce que nous faisons pour sécuriser le développement? C'est-à-dire que s'il y a eu des choses au terme d'une décennie de gouvernance sur lesquelles on s'accorde en tant qu'élément de développement, comment est-ce que nous faisons pour les préserver? Des parlementaires ont pris les responsabilités et ont dit il faut que nous fassions quelque chose. Il faut que nous créions une institution que nous allons consacrer dans la Constitution comme le gardien du temple des acquis du développement. C'est pour ça que dans les documents qui circulent, qu'est-ce qu'on dit? Que le Sénat, on peut lui donner un autre nom. Pour moi, la terminologie n'est pas la chose la plus importante. C'est pour ça que quand on me cite la France, les États-Unis, c'est comme si nous sommes toujours tenus de faire ce que les gens font. Nous sommes capables de réfléchir par nous-mêmes. Les autres peuvent créer une institution, donner un nom, décider que ceux qui vont y siéger seront élus. Et nous, nous pouvons décider d'autres mécanismes pour désigner les personnes qui y ont siégé. Ça ne fait pas de nous des personnes moins intelligentes que ces personnes-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée une institution qu'ils appellent le Sénat pour sauvegarder et consolider les acquis de développement. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que eux, là, les gardiens de notre développement, les anciens présidents de la République, chaque acteur majeur de notre marche commune vers le progrès, à la retraite, qui a apporté sa part de production du développement. Nicéphore Dieudonné Soglo et puis Boni Yahi maintenant sont encore là. Chacun d'entre eux a eu à apporter sa part de production du développement. Les mettre quelque part pour que chaque fois qu'il y aura des initiatives, des tentatives de remise en cause des acquis de développement qui construisent déjà notre bonheur, eux, ils puissent dire stop. C'est tout ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on a dit que le Sénat délibère a priori sur toutes les lois à caractère politique, les lois qui concernent la dévolution de l'État, la dévolution du pouvoir, l'organisation de l'État, les finances, la sécurité, la défense. Moi, je souhaiterais même qu'on ajoute l'économie. Ah bon? Pourquoi? Ah oui, parce que, je vais vous donner un exemple. Est-ce que nous sommes tous d'accord que la GDIZ, qui est devenue notre fierté nationale en termes de modèle de développement industriel, est-ce que nous sommes d'accord que c'est un acquis de développement? Est-ce que nous entendons? Est-ce qu'il y a un seul Béninois qui souhaiterait demain que la GDIZ s'écroule et que ça n'existe plus? Et que des centaines, des milliers de nos compatriotes qui ont trouvé leur emploi perdent leur emploi? Personne, aucun opposant, aucun citoyen béninois. Pourtant, le risque n'est pas loin. Parce qu'il suffit demain que 55 députés sur 109 soient fâchés après un président de la République, point oui, point non, et qui veuillent se venger du président de la République. Ils attaquent la loi qui est le socle légal, la base légale de Glodjibé, ils l'abrogent et Glodjibé tombe. Parce que c'est une loi qui a créé les zones économiques spéciales. Et à tout moment, un Parlement, en l'état actuel, peut décider de faire tomber ça pour faire mal à un président de la République, alors que c'est au peuple qu'on fait mal. Quand il y aura, c'est pour ça que je parle d'économie, quand il y aura une telle initiative, le Sénat, les gardiens du temps de développement seront là pour dire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que c'est un acquis pour notre développement. Père Aguenouno, est-ce que... Donc, voilà ce que les gens ont voulu faire. Oui. Bon, après, les interprétations, ça va dans tous les sens. De toutes les façons, le débat ne fait que commencer. Nous allons faire le débat. Nous allons nous expliquer les choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre vision nationale de développement à l'horizon 2060. Si nous ne faisons pas ça, si nous ne préservons pas les acquis de développement, si nous ne préservons pas les acquis de développement, nous n'allons pas arriver à bon port et nous allons toujours être en retard. Père Aguenouno, êtes-vous convaincu? Pas du tout, pas du tout. Et je souris parce que on a l'impression que, à écouter beaucoup de gens, que le Bénin a commencé en 2016. Dans mon livre, Le pouvoir du déni, j'ai souligné ça. Vous voyez, et si les autres présidents avaient pensé comme ça, oui, est-ce que le président Talon allait remettre en cause beaucoup de choses? Les entreprises créées sous Kérékou, ce que Soglo a fait, ce que Yahi Boni a fait, on a l'impression qu'on remet tout en cause.
Et aujourd'hui, quand on remet tout en cause, maintenant, on veut mettre un veto pour dire on ne va plus y toucher. Je peux vous répondre si vous permettez. Je peux vous répondre si vous permettez. C'est vous qui avez la parole. En fait, c'est cette idée qui est derrière. Moi, je ne suis pas contre le développement. Je suis un acteur de développement. L'Église est actrice du développement. L'État s'inscrit dans la continuité. Mais il ne faut pas qu'on agisse un peu, et cet agissement va friser le mépris des autres. Rachid Ojo, allez-y rapidement. Alors, mon père, vous avez parfaitement raison. Effectivement, nous avons mis du temps à inventer un mécanisme comme celui-là dans la Constitution. Parce qu'effectivement, le président Patrice Talon a eu des insuffisances, il l'a reconnu. Il y a bien évidemment des acquis de développement que nous avons obtenus sous le président Boni-Aï qui n'auraient pas dû être remis en cause. Et ça, il faut pouvoir le dire. Il y a peut-être des choses qui ont été remises en cause qu'il aurait dû améliorer. Et si une institution comme celle-là avait déjà existé, il n'aurait pas pu le faire. C'est pour ça que, si on ne l'a pas fait hier, moi, je ne comprends pas les raisonnements qui tendent à dire parce qu'on ne l'a pas fait hier, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc, on ne le fait jamais. Donc, autrement, on reste la même personne que nous sommes toute l'éternité. Elle a dit que le système qui est en place, chaque fois, détruit toutes les échelles qui lui ont servi à monter à un niveau. C'est pas pourquoi. C'est pas pourquoi. Autrefois, on avait certaines libertés. On a eu Mercredi Rouge ici. On a eu tellement de manifestations. On a eu des voies aérées démocratiques qui permettaient aux gens de s'exprimer sans peur. Mais aujourd'hui, il y a le règne de la peur. Et je dirais même la terreur. Mais est-ce que cette manifestation apportait un gain au pays? Écoutez. Ou c'était la satisfaction morale des désidratats des politiciens? Les mêmes choses qui se réalisent et qui sont obviées, ces mêmes choses-là peuvent être réalisées dans un contexte de liberté, de respect des droits humains et d'ouverture. Ouverture à l'autre, ouverture à la contrariété et en laissant place à tous les acteurs de participer aujourd'hui au vrai développement. Le vrai développement commence dans les terroirs. Ça commence dans les esprits, ça commence dans les mentalités. Mais on a l'impression que nous sommes des sujets, nous ne sommes plus des citoyens et il faut suivre. Il faut suivre, mais se mettre au garde à vous, couvrez, suivez. Merci, Père Arnaud-Éric Aguenounon. Nous sommes presque à la fin. Rachid Ojo, un petit commentaire pour conclure? Non, bien évidemment que vous savez que je ne suis pas d'accord avec la conclusion du Père Arnaud-Éric Aguenounon. Au fur et à mesure que nous évoluons dans cette émission, son discours a quitté celui analytique pour virer vers le discours parfait de l'opposition politique, ce que nous entendons depuis plusieurs années. Bon, après, ça fait partie de la dynamique sociétale. Chacun essaie de mettre ses points de vue sur la table. On répond selon celui qui est en face. Non, non, non. Si j'étais seul, ce ne serait pas pareil. Non, non, mais malgré ça, peut-être vous, mieux que moi, vous avez le devoir de centrisme. Peut-être que moi je l'assume. J'adhère à la politique du président Patrice Talon. Je suis d'accord avec les réformes. Je suis d'accord avec sa conception du développement. Et ça, ceux qui me connaissent ne devraient pas être étonnés pour cela. Mais vous, au fur et à mesure, je l'ai constaté, hein, la terreur, la peur. Mais je pense qu'il n'y a pas de terreur, il n'y a pas de peur. Il y a tout simplement des citoyens qui refusent de s'exprimer pour des raisons que eux seuls, ils savent. La République est la même que nous avons toujours connue. Les lois sont là, nos libertés sont régulées, encadrées. Il revient à chacun d'exercer sa liberté dans le strict respect de la loi. Merci à vous, Abdou Rachidi Olani Ojo. Vous êtes expert en communication politique et publique. Merci pour ces analyses. On aura le temps, probablement peut-être dans le week-end, peut-être si vous êtes encore disponible pour y revenir sur la question du Sénat. Merci au père Arnaud-Éric Aguenounon pour ses analyses et commentaires. Je rappelle que le père a été invité ici en tant que philosophe politique et analyste politique. Merci. Je ne suis pas opposant. Voilà. Merci. Parce que les opposants rejoignent la mouvance. Je ne suis pas opposant. Merci. Merci également pour l'acceptation
Mais l'opposition n'est pas que politique, hein, il y a l'opposition citoyenne. Vous en avez reçu ici, il y a des opposants citoyens. Bon, allez-y. Merci à vous, chers amis internautes. C'était le débat matinal de ce jour. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.